Bienvenue dans Fais voyager ton entreprise. Écoute, cette semaine, on te fait voyager dans le maquillage. Eh bien oui, on a l'experte de l'ABC du maquillage et je nomme Madame Marilyn Pellerin. Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Marilyn, comment vas-tu? Allô, ça va super bien. Vraiment, merci pour l'invitation, premièrement. Je suis vraiment contente d'être ici. Ben, écoute, merci d'avoir accepté. On se connaît, ça fait quand même plusieurs mois, même presque plus qu'un an, en fait. Tout à fait. Donc, pour moi, c'était naturel de t'inviter sur mon podcast. Donc, dis-moi, Marilyn, comment c'est arrivé, toi, dans ta vie, l'entrepreneuriat? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Non, mes deux parents salariés, donc mon père qui travaillait dans une usine, ma mère qui a toujours été et qui est encore aujourd'hui infirmière. Mais moi, je pense que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. J'étais toute petite, je me rappelle, j'avais 7-8 ans et avec une de mes amies, on s'inventait des entreprises dans le quartier. Donc, ça part de vraiment, vraiment loin. Ça a toujours été... on s'imaginait des entreprises de gardiennage, d'aide à domicile. On envoyait des pamphlets on se promenait de maison en maison pour offrir nos services. Donc, ça date de vraiment il y a longtemps. Et puis même, ça a continué après ça, hein, au secondaire, par la suite, j'ai toujours eu cette fibre-là où est-ce que je trouvais mon propre emploi, tu sais, mes propres job-in, comme on peut dire, là. Et quand j'ai fait mon cours en esthétique à 16 ans, c'était quand même parce que je suis née en été, donc après le secondaire, je suis tout de suite allée faire mon cours en esthétique. Bien, rapidement, j'ai eu de la clientèle pour du maquillage, pour des cours de soins de beauté, etc. Fait que ça date depuis toujours. Mais ça te venait de où? Je veux dire, est-ce que tu avais un modèle alentour de toi qui était entrepreneur, puis tu disais, hey, moi, ce modèle-là, je veux le suivre? Bien, pas vraiment, pas vraiment. Hein? Puis ça a été long avant que je comprenne aussi. Bien, c'est sûr que ma mère a toujours, elle a toujours eu des petits projets aux côtés de sa carrière d'infirmière. Donc, je me rappelle que le soir et les fins de semaine, ma mère, elle avait toujours, je me rappelle qu'elle avait une clinique de bien-être, justement. Et ça remonte à loin, là, dans ma mémoire, là. Mais peut-être que je pourrais, oui, dire que ma mère a certainement fait partie de mes modèles inconsciemment parce que quoiqu'elle ne faisait pas nécessairement carrière comme entrepreneur, elle a toujours eu ses projets à côté pour justement exploiter sa créativité. Donc, je pense que de un, ça vient de là, mais aussi le fait un moment donné, au courant de ma carrière, de me jeter complètement dans l'entrepreneuriat, je pense que ça a été quelque chose qui a été difficile pour moi quand même à accepter parce que j'avais pas de modèle. J'avais ni même autour de moi, ni même un oncle, une tante, quelqu'un que j'admire qui fait ça. A vraiment fallu que j'aille moi-même défricher finalement le sentier pour aller me trouver des modèles quand je me suis rendu compte, ben écoute, je pense que c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. Je pense que je veux vraiment être entrepreneur, je veux vraiment avoir ma propre, développer ma carrière à ma façon. Ça a été long. J'ai toujours été entrepreneur, mais je veux dire, ça a été long avant que je l'accepte. C'est plus ça. Oui. Est-ce que tu dirais que c'était la peur, justement, de te lancer dans quelque chose qui était moins connu ou est-ce que, justement, tu n'avais pas de modèle? C'est-tu la peur qui faisait que... Définitivement, quand on est habitué à un modèle où est-ce que tu es engagé puis tu es payé en échange de ton temps par quelqu'un d'autre ou par une entreprise, peu importe, quand c'est quelque chose qui est déjà dans ta tête, après ça, c'est difficile de dire, ben regarde, je pars sur une page blanche et je crée
moi-même ce que je pense qui est idéal pour moi. Oui, certainement il devait y avoir de la peur là-dedans, de la peur de l'inconnu, hein, de dire, bon, ben, je peux pas me reposer sur personne, j'ai pas de modèle au moment où on se parle, là, on parle de il y a peut-être 20 ans, j'ai pas de modèle sur qui m'appuyer pour me dire, ben, regarde, ça va pouvoir m'aider, cette personne-là va m'inspirer. Tu sais, mes parents, ils ont toujours été là pour m'appuyer dans tous mes projets, mais c'est pas eux qui auraient pu me conseiller. Pour eux autres, c'était aussi, ils m'ont toujours trouvé extrêmement extravagante dans mes choix parce que pour eux, c'était pas leur réalité. Fait que c'était difficile pour eux de comprendre aussi qu'est-ce que j'avais en tête. Quoique même moi, je ne comprenais pas nécessairement ce que j'avais en tête. Écoute, à cet âge-là, effectivement, à 16 ans, il y a bien des affaires qui nous passent en tête, on ne sait pas pourquoi. Ben mais oui, là, on se reporte. Qu'est-ce qui t'a amené à l'esthétique à 16 ans, justement? Bien, encore une fois, ça a été. Moi, j'ai toujours été dans le monde du maquillage. J'avais 5 ans, puis je me maquillais aux côtés de ma mère pour aller à la maternelle, là. Je veux dire, ça date pas d'hier. Je me déguisais même pour aller à l'école. J'étais vraiment très extravertie dans mon monde. J'ai toujours aimé ça. Puis, encore une fois, je peux encore dire que toute cette inspiration-là vient de ma mère parce que ma mère a toujours été très coquette, a toujours aimé le maquillage, a même eu une mini-entreprise de soins de beauté puis de maquillage aussi. Fait que c'est encore aussi ma mère qui m'a inspirée et qui me fait découvrir ce domaine-là. Mais encore une fois, je connaissais pas personne qui en vivait. Donc, je me disais, ça se peut pas faire carrière dans le métier du maquillage. Je viens quand même d'un petit village, puis j'avais pas d'autres visions. Donc, moi, j'ai essayé de faire plein d'autres affaires. Quand je suis allée faire mon cours en esthétique, c'était uniquement parce que je n'étais pas encore branchée sur quelle carrière exactement. Donc, soit je m'en allais professeur, soit je m'en allais sociologue. Bon, tu sais, mais je n'étais pas branchée, puis je me suis dit, au lieu de prendre une année sabbatique, ben, je vais faire un cours que j'aime en attendant pour ne pas perdre mon temps. Donc, je suis allée faire mon cours en esthétique en ne pensant pas du tout m'en aller là-dedans. Pas parce que j'aime pas ça. Au contraire, pour moi, c'était du bonbon. Le maquillage, les soins de beauté, etc., pour moi, c'était du bonbon. C'était au même titre que de demander à un enfant de faire un dessin pour passer le temps. Fait encore une fois, c'était une idée préconçue dans ma tête que je me disais, ben, je ne peux pas m'en aller dans quelque chose qui est si simple, qui est si facile pour moi, qui est si naturel. Ça ne se peut pas. Il faut que j'aspire à plus. C'était tout ça que ça me ramène dans mes pensées de l'époque. Là. Ouais. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu as fait après ton cours, justement? Après mon cours, j'ai travaillé dans l'esthétique, donc j'ai été engagée dans un salon d'esthétique. Et puis, rapidement, évidemment, j'ai trouvé mon aise là-dedans. Puis, la personne qui m'a engagée voulait qu'on s'associe. J'avais 18 ans à l'époque. Et j'ai eu une grosse crise existentielle parce qu'encore une fois, c'était très confus dans ma tête. Je me disais, ben, je ne peux pas croire que à 18 ans, ma vie est setée. Là. Je pourrais m'associer demain matin. J'ai mon salon d'esthétique. Ça fait 4 ans que j'étais avec mon chum de l'époque. Et j'ai comme vraiment paniqué. Et comme en bon québécois, comme on dit, j'ai tout sacré ça là. J'ai fait, que non, il faut absolument que je vive d'autres choses. On a sacré le chum là. On a sacré la business là. J'ai pris mon pas de sac et je suis partie en voyage. Je partais pour 2 mois, Lucie. Je partais pour 2 mois. Je suis revenue 4 ans et demi plus tard. Oh, ben, quand même. Donc, tu partais pour 2 mois, tu t'en allais où? Puis finalement, tu as fait quoi? Raconte. Oui, ben, je m'en allais dans l'Ouest canadien. Hein. C'était bien à la mode. Ça l'est en tout cas, ça l'était encore chez les jeunes, là, mais à l'époque, c'était bien tendance. Donc, de partir à l'aventure. Alors, je suis partie à la découverte du Canada. Je voulais perfectionner mon anglais parce que j'avais de la difficulté à commander un café en anglais à l'âge de 18 ans. Je me suis dit, ben voyons donc, je ne peux pas croire que je vais rester avec cette difficulté-là toute ma vie. Donc, j'ai décidé d'aller vraiment, d'aller apprendre l'anglais sur le tas, comme on dit. Donc, je suis partie à Vancouver et je voulais rester là 2 mois. Mais finalement, à Vancouver même, je suis restée là 1 an et demi. Et puis...
J'ai été engagée à Radio-Canada, CBC News pour faire du maquillage. Je me disais, je peux pas croire que ça me suit jusqu'ici. Je travaillais dans un café, une cafétéria finalement, puis là, les Québécois se connaissent entre eux autres. À un moment donné, ben, ça sort dans une conversation que oui, je fais du maquillage, que je suis esthéticienne, nanana. Et un contact, justement, à Radio-Canada dit « Hey, ben, on a besoin d'une maquilleuse. On a perdu notre maquilleuse pour la semaine prochaine. Ça te tente-tu de nous dépanner? » Là, on repart dans cette histoire-là. C'est ma passion, c'est pas une job, ça, cette affaire-là. Oui, c'est ça, je comprends pas. Je vais le faire parce que j'aime ça, puis je peux pas dire non parce que je le sais que je vais m'éclater dans ce projet-là. Mais encore une fois, tu sais, bon, fait que j'ai fait cette expérience-là, puis 1 an et demi plus tard, ben, je décide de tout vendre ce que j'avais acquis pendant cette année et demie-là. Je me rappelle, moi et une de mes amies, on a fait une grosse vente de garage. On a vendu nos vêtements, nos meubles, au bord de la rue pour s'acheter un billet d'avion. Puis, on a décidé de partir à l'aventure. Donc, on est parti pendant 6-7 mois, je pense. On est allé faire le tour de l'Amérique du Sud, de l'Amérique, en fait. On a fait toute la côte ouest des États-Unis. On a fait le Mexique, le Pérou, le Chili, le Costa Rica. Wow! Puis ensuite, je me suis accroché les pieds au Mexique. Et j'y suis restée pendant 2 ans, presque et demi. Oh! Ouais, puis là-bas, j'ai enseigné le français. J'ai enseigné le français à l'université là-bas. Et pourquoi? Ben encore un mélange de circonstances. Je pourrais te conter ça pendant bien longtemps, mais ça a été une expérience extraordinaire parce que j'avais dans ma tête, j'allais un jour être professeur. T'sais, dans ma tête, c'était professeur au primaire, au secondaire. On se rappelle que juste avant d'aller faire mon cours en esthétique, je voulais aller en enseignement. Je savais juste pas dans quelle branche. J'étais juste pas prête à savoir où est-ce que j'allais, quel cours j'allais faire finalement. Donc, et ça, c'était une vraie job, là. Fait que là, tu cherchais la vraie job. Oui, c'était une vraie job, mais encore là, dans ma tête, je ne resterais pas au Mexique, là, donc je faisais ça en attendant, tu sais, je faisais ça, j'expérimentais finalement, mais j'ai adoré cette expérience-là et ça m'a confirmé à quel point j'aime et j'aimais aussi à l'époque tout ce qui a rapport, le monde de l'enseignement, que j'aimais enseigner. Donc, ça, j'ai adoré cette expérience-là. Et quand je suis revenue au Québec en 2007, ouais, 2007, je suis revenue au Québec, puis là, je me cherchais, mon Dieu. Donc, je me rappelle, je me suis inscrite à l'UQAM en sociologie et c'est l'année où est-ce qu'il y a eu les grosses grèves et qu'on était en grève pendant des mois et que là, pendant ces mois de grève-là, je me suis ramassée à travailler dans un salon d'esthétique, dans un salon de coiffure parce que mon coiffeur de l'époque, il me dit « Écoute, Marilyn, de toute façon, tu es en grève présentement à l'université. Ça te tente-tu de venir faire des soins de beauté? On a besoin de quelqu'un en attendant. » Ben oui, évidemment. Donc, j'attendais un vrai job. On va aller maquiller. C'est ça. Fait que là, je commence à partir finalement ma clientèle de fil en aiguille. Donc là, on est on est 2007. Et là, je me rappelle, je commence à faire du maquillage sur le bord de la porte d'un salon de coiffure, des manucures, etc. Puis là, rapidement, je me fais ma clientèle, puis rapidement, ça prend de l'expansion, mon affaire. Puis, je commence à me faire connaître dans le domaine, puis je suis engagée également pour former. Donc, il y a des compagnies professionnelles qui m'engagent pour faire de la formation pour des professionnels de la beauté, des esthéticiennes, des coiffeuses qui veulent se perfectionner en maquillage. Fait que là, ça commence à prendre de plus en plus d'expansion. Puis là, bien évidemment, au travers de tout ça, j'ai lancé mon salon d'esthétique. Donc, j'avais ma clinique de beauté. Mais je me disais, ben voyons, je ne peux pas croire que je fais ça. Comment ça se fait que la vie, elle m'amène ça? Là? Voyons, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Puis, à un moment donné, j'ai vraiment dit, hey, sais-tu quoi, je vais l'essayer. Tu sais, je vais, d'un coup que ça fonctionne, d'un coup que c'est ça, d'un coup que, mais, tu sais, Lucie, ce qui était le plus challengeant pour moi, c'est que moi, j'avais des idées de grandeur, j'ai toujours été un peu, j'avais l'idée de sauver la planète, tu comprends? Bon.
Mhm. Et de moins. Non, mais écoute, Je ça vais commence par une goutte dans l'océan, là. Puis après ça, ben, ça fait c'est des ça, vagues, là. c'est ça. Je voulais faire ma différence. Puis quand j'étais toute petite, là, 7-8 ans, j'avais déjà ces questions existentielles-là de qu'est-ce que je vais faire dans le monde, d'où on vient, pourquoi on est ici, c'est quoi ma mission sur Terre, Mm. tu sais, comment je peux faire pour faire ma propre différence. Donc, à chaque fois que la vie me ramenait dans le monde de l'esthétique, de la beauté, je me disais, je ne peux pas croire que je suis venue sur Terre pour convaincre ma cliente qu'elle ne peut pas vivre sans son rouge à lèvres. C'est vraiment ça, le combat intérieur que j'avais toujours. C'était vraiment ça. Fait que, fait que c'est ça, fait que ça a été long avant que je puisse comprendre que finalement, ben, c'était juste un véhicule, un outil que la vie m'envoyait pour me dire, hey, prends donc le chemin le plus facile, comme ça, tu vas être capable de passer ton message. Puis oui, tu vas être capable par la suite de pouvoir toucher les gens, tu vas être capable par la suite, là, je te parle en tant qu'aujourd'hui, avec du recul, en regardant en arrière, puis en regardant finalement où est-ce que j'en suis rendue aujourd'hui, mais je me rends compte que c'est ça au bout de la ligne. C'est que c'était simplement quelque chose que je maîtrise, quelque chose qui est naturel pour moi, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux partager mon message et je peux aller toucher et changer la vie des gens à ma façon. Mhm. Parce que justement, en 2015, c'est là que j'ai décidé d'ouvrir les portes de mon académie de maquillage professionnel. J'ai commencé à former des futurs artistes maquilleurs qui avaient envie de faire ce que moi je faisais, qui avaient envie de faire la carrière que j'avais, parce que je trouvais que justement, moi, quand j'ai voulu, quand j'ai voulu étudier dans ce domaine-là, il y avait juste, euh, il y avait juste le cours en esthétique. Il n'y avait Mm. pas la formation de maquillage professionnel. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. Mais arracher du poil, Lucie, là, puis faire du maquillage, Mm. c'est pas pareil. Pas tant, non. Je Pas te dirais que même pour la cliente, c'est pas pareil non plus. très On se sent bien. pas pareil après non plus. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, oui, il y a une petite partie de maquillage qu'on retrouve dans les cours d'esthétique, mais c'est pas du tout ce que moi je recherchais à l'époque. Puis je me suis rendu compte que là, en baignant dans le monde de l'esthétique, du maquillage, depuis plusieurs années, je me rendais compte c'était quoi les besoins que les gens avaient. Puis c'était ça, Mm. c'était les mêmes que moi à l'époque. C'était, moi, je suis une passionnée de maquillage, je suis une artiste, j'aimerais pouvoir faire ça comme métier, mais un, j'ai pas de modèle. Deux, il n'y a pas d'école Mm. à proximité ou qui est abordable ou qui est, que monsieur, madame, tout le monde Mm. peut pouvoir trouver et faire. Donc, je me suis dit, ben, je vais créer l'académie que moi, j'aurais aimé avoir accès à l'époque. Donc, c'est en 2015 septembre 2015 que j'ai lancé ça. Et là, on dirait que c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment fait confiance. Puis que je me suis dit, ah ouais, vas-y, on va Mm. arrêter d'essayer de faire 1 million d'autres choses. Et si ça fonctionnait de fusionner mes deux plus grandes passions, c'est-à-dire le maquillage, qui est pour moi un hobby, un passe-temps, quelque chose Ah. d'extrêmement naturel, avec la carrière que j'avais en tête, l'enseignement. Pourquoi ne pas Mm. combiner les deux? Tout à Et fait. c'est ce que j'ai fait et depuis, depuis que j'ai accepté finalement ce que la vie m'envoyait et me pitchait en pleine face à tous les jours. Ben ouais. Depuis ton jeune âge, en fait. Et depuis toujours, finalement, ben, j'ai fait comme ah, OK, et c'est là qu'est arrivé des grandes choses et c'est Mm. là que j'ai pu découvrir finalement le monde de l'entrepreneuriat et que j'ai pu apprendre aussi sur le tas, puis de découvrir aussi des mentors et des gens qui m'ont aidé au travers de ça parce que là, je lançais quand même quelque chose de complètement nouveau parce qu'ensuite, Mm. j'ai mis l'académie en ligne en 2018 et par la suite, j'ai lancé ma boutique, j'ai lancé ma ligne de maquillage et depuis la pandémie 2020, ben, j'ai fait un virage 100% virtuel. Donc, j'ai adapté mon modèle d'affaires 100% en ligne parce qu'à l'époque, en 2015, 2016, 2017, 2018, même quand j'ai lancé le programme virtuellement, ben, j'avais toujours de l'enseignement, je donnais toujours des cours sur place en présentiel. Mm. Et depuis, j'ai jamais réouvert au public.
Depuis la pandémie, ça m'a permis en fait de voir à quel point on pouvait tout faire virtuellement. Ben, du moins pour moi, je parle pour moi, là, mais à quel point mon entreprise pouvait se faire de façon virtuelle et que les, euh, les limites, en fait, ça devenait sans limite parce que quand tu es en présentiel, quand tu as une boutique pignon sur rue ou que tu as une académie qui donne de la formation en présentiel, ben, tu es quand même limité par Ouais, le lieu. absolument. Tandis que quand tu commences à découvrir le monde virtuel, ben là, le monde au complet s'ouvre à toi, là. Mhm. Tout à fait. Puis dis-moi, à quel moment le fait d'être entrepreneur, là, t'a fait peur? Est-ce qu'il y a eu un moment, quelque part, que tu as dit, OK, là, je suis un entrepreneur, là. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ouais. J'ai toujours été quand même assez prudente à travers mes démarches. C'est-à-dire que quand j'ai lancé mon salon d'esthétique, mon institut de beauté, je travaillais comme serveuse dans un restaurant pour subvenir à mes besoins. Fait que Hmm. je subvenais à mes besoins et tranquillement, je montais ma clientèle puis je me disais, ben au moins, j'ai pas à me soucier de est-ce que l'argent va rentrer Hmm. parce que j'ai mon petit gagne-pain à côté. Et quand j'ai eu suffisamment de clientèle pour être vraiment sécure, ben j'ai lâché la restauration. Et ensuite de ça, quand j'ai eu l'autre projet de l'académie, mais c'était toujours ça. Je me disais, je vais commencer ça tranquillement. Je vais donner un cours par semaine. Je ne penserai pas à l'entrée d'argent que ça va m'amener. Je vais le faire vraiment juste parce que oui, j'en ai envie. C'est un beau projet. Puis, je vais continuer également de desservir ma clientèle dans mon institut de beauté. Donc, j'ai continué à faire ça et rapidement, l'académie a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et encore une fois, ben, j'ai travaillé dans mon institut de beauté jusqu'au temps que l'académie prenne toute la place et Hmm. puisse amplement remplacer le salaire que mon institut de beauté me donnait. Et ce fut ça à toutes les fois quand j'ai lancé ma boutique en ligne, quand j'ai lancé ma ligne de maquillage, c'était encore dans le but, j'ai envie de le faire, mais je vais le faire vraiment sans aucune attente. Donc, j'ai commencé avec quelques produits. Hmm. J'ai investi ce que j'avais comme liquidité. J'ai jamais emprunté des grosses sommes d'argent pour me dire, OK, là, je me pars en affaires, je pars un gros projet. Ça me demande beaucoup d'investissement. J'ai jamais fait ça. J'ai Hmm. toujours, puis là, quand ma boutique a commencé à prendre un peu d'ampleur, ben, je réinvestissais la liquidité qui était présente. Et ensuite, encore et encore et encore. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, ben, la boutique a pris presque 90%, même 95% de mon chiffre d'affaires. Versus le but, c'était que l'académie soit, tu sais, c'était Hmm. l'académie au début, mais l'académie existe toujours, l'académie est là, mais la boutique a tellement pris d'ampleur. Donc, je me suis jamais, tu sais, j'ai pris des risques calculés. Mhm. Mhm. Je me suis jamais dit ça, c'est ce que je veux faire, ça va changer ma vie, puis ça va reprendre toute la place. À chaque fois que je partais un projet, c'était toujours parce que j'en avais envie, puis que je mettais pas grand-chose en péril. Je me disais, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, que ça fonctionne pas, c'est pas plus Ouais. grave, là. J'ai toujours l'autre projet qui est bien installé, qui est bien en place, qui fait en sorte que j'ai toujours comme mon filet de sécurité, finalement. Ouais, tout à fait. Mais ça, je trouve ça intéressant parce que quand je fais mes formations, j'apprends à mes entrepreneurs à faire de la gestion de risque. Et toi, tu le faisais naturellement. Oui, Je dirais, ben, tu sais, si je mets ce risque-là, ben, c'est pas tant, tu sais, le reste va continuer puis il va bien aller. Fait que je trouve ça super intéressant que tu l'aies de façon naturelle. Mais je te dirais que c'est une partie. Est-ce que tu penses que, comme moi, que ça, c'est une particularité des femmes, que les femmes sont beaucoup plus prudentes qu'un homme qui aurait peut-être été plus tendance all-in, on y va all-in, on y va gros, on ouvre les vannes. ben écoute, moi, dans mon entourage, dans ce que j'ai connu, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que, Ah, ouais, mettons, dans ma famille proche, mettons, là, si je pense à, je sais pas, à mon frère, mon père, qui sont des personnes extrêmement soucieux de leur économie, de leur investissement. Moi puis ma mère, on est tout le contraire. On est des
femmes qui aimons quand même l'extraversion, qui aimons nous lancer dans des projets, mais des projets calculés, en fait. Puis, ce que j'ai compris rapidement, que ça soit dans le monde de l'entrepreneuriat, dans l'entreprise ou dans d'autres sphères de ma vie, c'est que j'ai besoin d'être dans une bonne vibe. C'est-à-dire que si ça me fait sentir insécure, je ne dis pas que je ne prends pas de risques qui me rendent insécure, mais si ça me fait sentir vraiment pas bien, en situation de manque, ou si, tu sais, parce que quand on prend des gros risques, au risque de tout perdre, hein, parce qu'il y en a des fois qui... Parce que j'en vois énormément, c'est sûr que je suis dans le monde des affaires, puis je gravite beaucoup autour de groupes de femmes entrepreneurs et je vois énormément de femmes qui prennent des risques non calculés, selon moi. C'est-à-dire que advienne que pourra, j'y vais haut la main, puis je me lance en bas de la falaise, puis tu sais, je fais confiance à la vie. Je pense que ça, rapidement, c'est souvent un feu de paille, c'est-à-dire que tu te laisses emballer par tes projets, tes ambitions, ta créativité, puis rapidement, tu te rends compte que justement, il n'y a pas de filet de sécurité et rapidement, tu vas tomber dans une émotion de manque et de peur. Ben, et en c'est fait, là que tu fais des mauvais moves, selon moi. ben, en fait, ce que je te dirais, Marilyn, c'est que c'est pas leur faute parce que personne ne leur a appris. Personne ne leur a appris à faire justement cette gestion de risque-là. Tu sais, toi, tu l'avais naturellement, tu étais capable de peser les pour et les contre. Quand on fait une gestion de risque, là, c'est vraiment d'aller. C'est quoi pour moi qui serait le pire des cas? Et c'est quoi pour moi le meilleur des cas? Parce que ça ne se passe jamais comme le meilleur qu'on a pensé, mais ça ne se passe jamais généralement non plus comme le pire qu'on a pensé. Par contre, si on est prête au pire, on est capable de tolérer entre les deux. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui se passe dans la réalité quand on a fait notre gestion de risque, on est capable d'y arriver? Et toi, tu le faisais naturellement de ce que je comprends. Oui, puis c'est super intéressant ce que tu dis, Lucie. Puis j'ai souvent rapporté ça aussi dans mes dernières entrevues quand on me posait la question, tu sais, comment tu fais pour justement avancer là-dedans, garder l'optimisme, être positive, etc. Tu sais, je te dis pas qu'il n'y a pas de situation anxiogène, il n'y a pas de remise en question, ça n'en fait partie. Mais comment je fais pour me sortir rapidement de ça? Ou du moins pour ne pas me mettre dans une situation hyper inconfortable, anxiogène, ben oui, je me pose toujours la question, c'est quoi le pire qui peut arriver? Et à partir du moment que je suis bien avec le pire, ben, je me laisse aller. C'est pour ça que, encore une fois, quand tu parles de risque calculé, puis que je décide de lancer un projet, ben c'est pas nécessairement au détriment de ce qui a déjà été mis en place. C'est que je fais en sorte, je mets les bonnes étapes selon moi, du moins, puis veux pas, je sais pas si ça va fonctionner, mais je me dis, dans le pire des cas, si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, je vais avoir essayé. Ça, je trouve que c'est important aussi d'être, tu sais, il y en a gros qui me disent, tu vois, Marilyn, on dirait que ça va bien tes affaires, on dirait que ça roule, tu fais tout ce que tu fais, ça fonctionne. Oui, mais c'est parce que tu le vois peut-être pas, tout ce que j'essaie, puis qui fonctionne pas. Oui, c'est ça. Parlons-en. Donne-nous un exemple, Marilyn. Mais tu sais, moi, je suis une essayeuse, Lucie. Je suis une essayeuse. Puis je me dis, moi, dans la vie, ce que j'ai en tête, les projets que j'ai, les idées que j'ai, je les fais. Je l'ai fait. Puis, ben, il y en a qui fonctionnent, puis il y en a qui ne fonctionnent pas, mais si tu prends trop le temps aussi, tu sais, un coup que tu as évalué en gros là, les risques, puis bon, ben, après ça, jette-toi à l'eau, là, vas-y, là. Puis le pire qui peut arriver, c'est-tu que tu meurs? Non, ben parfait, je vais le faire. Tu sais, c'est le goût de le faire. Tout à fait. Mais quel a été, mettons, ton pire, la pire chose qui t'est arrivée, mettons, dans un des produits que tu as vendus ou que tu as lancé ou peu importe? Écoute, attends un peu, là. C'est une bonne question parce que on dirait que, tu sais, j'ai lancé beaucoup de produits ou de projets dernièrement, dans les dernières années, mettons. Puis, oui, c'est arrivé que des fois, il y a des produits ou des projets qui sont partis, qui ont vraiment pogné au-delà de ce que j'aurais pensé, au-delà de ce que j'avais planifié. Waouh, 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 merci beaucoup. Puis, à chaque fois que j'ai lancé un produit ou un projet qui n'a pas fonctionné, ben je me rassoyais puis je me disais, OK, dépendamment, mettons, si c'est un projet, ben parfait, tu sais, ça ne marche pas. Si c'est un produit, bon, ça ne sort pas. Comment je pourrais
de façon créative, faire en sorte que ça sorte. Fait que, mettons, je te donne l'exemple d'un... Parce que là, ça ne me vient pas en tête précisément, je ne sais pas, un produit à lèvres que j'ai lancé, que j'en ai 100, 200, 300 en inventaire, puis là, ça ne sort pas. Ben, ce que je faisais, c'est que je me disais, bon, ben OK, d'abord, on va le donner en cadeau, on va faire un ensemble avec, tu sais, j'essayais de trouver d'autres Ouais. façons, Innovation. d'autres innovations, exactement, tu sais, puis des gros échecs, je sais que ça peut paraître hyper cliché, ce que je vais dire, mais des échecs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'on apprend tellement. Puis, tu Ouais, sais, c'est ça. tout ce qui a peut-être pas fonctionné de la façon que je l'avais peut-être planifié, ben ça m'a emmené ailleurs. Tu Ça as m'a trouvé un autre, t'as trouvé une autre option. Puis c'est ça, l'innovation, ça fait partie aussi de ça, d'un C'est ça, entrepreneur. c'est Dire si d'être t'innoves, ouais, c'est ça. c'est d'être constamment dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Là, je dis aujourd'hui, mais je ne connaissais pas l'entrepreneuriat il y a 50 ans ou 100 ans, fait que c'est certainement de la même façon aussi, mais l'entrepreneuriat nous demande d'être en continuelle innovation Mhm. et de se réinventer constamment. C'est pas vrai. Peut-être que ça, des fois, ça m'a apporté certains moments de doute et de peur, effectivement. C'est-à-dire qu'un coup que j'ai mis un projet en place, puis que le projet fonctionne, tu vois, ça vient de me, tu sais, en discutant, ça m'allume des choses parce que moi, je vais toujours comme un projet n'attend pas l'autre, puis un coup que j'ai créé quelque chose puis que c'est bien mis en place, ben il y en a un autre qui s'en vient et ainsi de suite. Puis il y a peut-être une petite peur d'insécurité au travers de ça qui fait un coup que c'est en place puis là, ça marche, ben d'un coup que ça arrête. Mhm. D'un coup que ça marche plus comme ça a marché, d'un coup que les gens se désintéressent, que ça fonctionne moins, que j'en perds l'intérêt aussi parce que je ne sais pas si c'est typique des entrepreneurs, en tout cas, du moins, j'en connais plusieurs dans mon entourage qu'on est comme ça, c'est qu'un coup qu'on a mis quelque chose en place qui fonctionne et qu'on a répété plusieurs fois la même chose ou la même formule, on se lasse un peu de ça. C'est-à-dire qu'à un Ben, moment donné, on perd oui, un peu là, le... tu es dans la catégorie créative. C'est Et ça. quand on est dans la catégorie créative, ce qui nous donne l'adrénaline en créatif, c'est de créer. Et un coup que c'est Exact. mis en place, que ça marche, ben, il y a plus ce challenge-là, là, de dire, OK, parfait, c'est quoi le next projet, next innovation, next changement? Et ça, c'est correct parce que c'est ce qui amène justement à toujours se repositionner dans notre façon de faire et dans ce qu'on fait, de comment on le fait. Et ça, c'est ce que moi j'appelle l'amélioration continue. Écoute, tu devrais me voir. J'ai des clients, ils sont dans mon troisième projet pilote parce que je l'ai commencé d'une façon, je l'ai développé d'une autre façon, puis finalement, je l'ai fini d'une autre façon. Tu sais, fait que c'est comme, mais là, je leur dis, ben, dans le fond, on a juste amélioré. Je l'ai amélioré à chaque fois. Puis demande-moi si l'année prochaine, il va être pareil, mon programme. Probablement pas. Il va encore innover, il va encore changer, il va encore s'améliorer. Mais c'est ça, quand on est des éternels innovateurs, puis que la création nous parle, ben on cherche, ça va être quoi le prochain défi, en C'est fait? ça, C'est exactement. pas l'adrénaline. Donc, si je te parlais justement dans tes prochains projets, qu'est-ce qui te fait rouler à l'adrénaline de ce temps-ci? Ben, écoute, dans les dernières années, on a eu une croissance d'entreprise assez exceptionnelle au point où on regarde ça puis on se dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Donc, je te dirais que de mettre les bonnes Base. bases, oui, peut-être, les bases, ou de mettre les bonnes choses en place, la bonne structure Mhm. pour supporter cette croissance-là et Mhm. surtout faire en sorte de la maintenir. Hein? Mhm. Donc, je pense qu'on est présentement là-dedans. Moi, mon équipe a énormément, tu sais, en moins de 2 ans, je suis passée de presque tout seul, finalement, à tu sais, quelques prestataires qui m'aidaient ici et là de façon sporadique, mais de toute seule à 15 employés. Mhm. Ça, c'est toute qu'une adaptation. Un Puis petit peu moins créatif, là, hein? mais de trouver aussi ma place là-dedans. Parce que Ouais. moi, ce que j'aime, c'est la création. Ce que j'aime, c'est les différents projets. Puis, je ne peux surtout pas être pris dans un cadre, même si c'est moi Mhm. qui l'a instauré. Donc, c'est de trouver ma place là-dedans pour ne pas me perdre dans le rôle de gestionnaire aussi, Mhm. de trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir gérer ce qui est mis en place
Puis, ben, c'est sûr, comme je te disais, hors ligne, ben, un petit bébé qui s'en vient. Donc, je suis en, Ben oui, félicitations! puis on appelle ça de la nidification, je pense, là, mais de planifier, de faire en sorte que mon entreprise continue à bien fonctionner, à bien rouler, Mhm. puis que, parce que, tu sais, on est quand même les têtes d'affiche de nos entreprises, hein. Je pense que toi Mm. aussi, Lucie, c'est la même chose, c'est du personal branding qu'on appelle, c'est que les gens se sont attachés à nous pour par la suite s'attacher à notre entreprise, à nos produits, à nos services. Donc, c'est de voir ben, comment je vais pouvoir, puis pas mon nouveau rôle de mère, parce que j'ai déjà un petit garçon de 9 ans, mais qui demande beaucoup moins qu'un bébé naissant, mais c'est de voir comment je peux bien mettre ça en place sans me Mhm. perdre. Mhm. Parce que la semaine passée, on a eu une magnifique soirée avec une gang d'entrepreneurs. Euh, Femmes. Elles étaient une vingtaine de femmes, puis on parlait des challenges d'entrepreneurs. Et la majorité, 95% de ces femmes-là, ont tous unanimement eu le gros challenge de la grosse dualité de la mère entrepreneur. Puis je me Mhm. suis dit, oh my God, il y a tellement à apprendre de ça, il y a tellement à voir autour de ça, à savoir, mais comment, justement, tu sais, c'est pas vrai, puis c'est pas acquis que les femmes, les mamans, finalement, ont une place dans l'entrepreneuriat, puis c'est si facile que ça, puis c'est... Fait que je me dis, ben comment, moi, je vais pouvoir trouver ma place là-dedans pour avoir cette belle équilibre-là, de pouvoir tout autant profiter de ce que je vis, là, de ce que je vais vivre, Mhm. tout en faisant en sorte que mon entreprise continue aussi, oui, à être maintenue, mais aussi à continuer de prendre de l'expansion. Tu sais, parce que c'est tout le temps ça qu'on veut aussi quand on veut, tu sais, là, on parle d'entreprise, mais comme dans n'importe quoi dans notre vie, quand on met un projet sur la table, puis que le projet nous tient à cœur, un coup qui est là, qui est mis en place, qui roule bien, ben maintenant, comment on peut l'apporter à un niveau supérieur? Comment on peut faire qui s'expansionne, tu sais? Oui. Bien, tu vois, c'est pour ça que dans le fond, que j'ai parti de l'Académie de l'éclosion, parce que j'accompagne les entrepreneurs justement à avoir une pérennité de leur entreprise sans eux. Fait que d'abord, Oui, d'arrêter de penser que l'entreprise, c'est nous, puis de faire que nous et notre entreprise, c'est deux entités avec deux visions différentes, deux missions différentes. oui, Mais comment on devient un administrateur de son entreprise, puis qu'on garde justement ce côté-là de Hey, moi, là, ma zone de génie, ma créativité, c'est là-dedans que je veux rester. Bien, c'est possible, mais les gens ne savent pas comment parce c'est que ça. personne ne leur a appris. Fait que, tu sais, puis, écoute, moi, je m'en fais un honneur de leur apprendre puis de voir, écoute, à quelle vitesse ils grandissent. Tu vois, j'ai des entrepreneurs en dedans de 7 mois, il n'y avait plus de vie. Ils travaillaient 12 heures par jour les fins de semaine. Ils rushaient avant de partir en vacances. Ils étaient en vacances, ils n'étaient pas en vacances parce qu'ils pensaient à son entreprise. Ils revenaient en rushant. Puis 7 mois plus tard, son téléphone ne sonne plus, son entreprise roule tout seul. Il n'a pas rushé ni avant, ni pendant, ni après ses vacances. Écoute, il dit, Lucie, j'ai regagné une vie. J'ai regagné, en fait, le plaisir de mon entreprise parce que je l'avais perdu. Parce qu'à un moment donné, il s'est fait avaler par l'entreprise, il s'est fait avaler Mhm. par tout ce qui était nécessaire. Fait que c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Les femmes entrepreneurs, mères entrepreneurs, ben, ont en plus un autre chapeau, celui de maman, qui vient par-dessus tout ce qu'un entrepreneur vit. Fait Ouais, que ça peut amener beaucoup un manque à ce niveau-là. ouais. Donc, là, tu as plein de projets, plein de structures à mettre en place et tout ça. Qu'est-ce que Marilyn, aujourd'hui, dirait à la jeune femme de 18 ans? Oh my God. Hey, fais-toi donc confiance. Fais-toi donc confiance, puis fais confiance à la vie. C'est-à-dire, vis le moment, là, mais tu sais, j'étais tellement dans l'avenir, le futur, qu'est-ce que je vais faire pour vivre, comment je vais faire pour, tu sais, ça va être quoi ma vie, je me posais tellement de questions, puis j'avais tellement un besoin intense de découverte, mais, tu sais, souvent, je repense à ces périodes-là de ma vie, puis je me dis, tu sais, je me rappelle, là, j'étais au top d'une montagne au Chili avec la plus belle vue que j'ai jamais vue de ma vie. Puis, tu sais, j'avais cette angoisse-là intérieure qui était, oh my God, tu sais, de quoi sera demain? Qu'est-ce que je vais faire pour, tu sais, puis c'est vraiment ça, j'ai appris avec le temps
à vivre au jour le jour, tu sais, malgré que oui, on a besoin d'une certaine planification, là, mais à vivre au jour le jour, à faire confiance à ce qui s'en vient, à se faire confiance aussi, puis à profiter de ce qu'il y a là, ce moment-là, puis d'arrêter de toujours, tu sais, oui, encore une fois, on a des visions, on a des rêves, mais je pense que ce qui est important, c'est de vivre ce qui est là, tu sais. De vivre le moment, tu sais, comme là, tu sais, je me surprends encore aujourd'hui à me dire, bon, c'est quoi le prochain step? Tu sais, on en parlait là, il y a quelques minutes. C'est quoi le prochain step? Où est-ce que je m'en vais? OK, est-ce que tu prends le temps de juste regarder ce qu'il y a sur la table et de faire, hey, wow! C'est pas extraordinaire présentement, là, ce qui se passe, là. Puis, une autre chose aussi, Lucie, qui m'est passée par la tête lors de notre conversation, puis que j'ai appris dans les dernières années, puis qui, selon moi, fait en sorte que c'est là qu'on va pouvoir toucher à la liberté. Parce que quand on devient entrepreneur, je pense qu'on a tout un peu cette même idéalisation de ben, on cherche on cherche une liberté. On cherche une liberté financière, une liberté de temps, une liberté de décision, une liberté de création. Tu sais. C'est ce qui fait qu'on ne s'en va pas dans un cadre d'une entreprise qui est déjà là. C'est pourquoi on décide de fonder ou de faire nos propres choses. Et rapidement, la majorité des entrepreneurs vont se retrouver dans leur propre cage, leur propre cage de gestionnaire de temps, d'argent, etc. Et dans les 2 dernières années, ce que j'ai le plus appris, c'est justement de ne plus être une gestionnaire, mais de devenir une leader. Une leader pour mon entreprise, une leader pour les gens qui travaillent pour moi. Alors, comment me défaire de toutes les tâches qui font en sorte que tu travailles, tu sais, présentement, au moment où je te parle, j'ai jamais eu une entreprise aussi florissante, grandissante, puis j'ai jamais autant eu de temps pour moi. C'est pourquoi, il y a quelques années, je faisais un chiffre d'affaires moins 10, tu sais, de ce que je fais présentement, divisé par 10, mais que j'en travaillais 80 heures. C'est ça. Aujourd'hui, ben, j'ai un chiffre d'affaires fois 10 d'il y a quelques années, puis que j'ai beaucoup plus de temps devant moi dans ma vie de tous les jours. Avant, j'avais un agenda, tu sais, à toutes les 15-20 minutes, une demi-heure, une heure, c'était booké. Puis c'est correct parce que j'avais besoin de vivre ça à l'époque, j'avais besoin d'une structure, j'avais besoin de savoir où je m'en allais. Ça m'a énormément appris. Aujourd'hui, j'ouvre mon agenda, puis c'est comme, qu'est-ce que tu veux créer aujourd'hui? Mais c'est là, c'est vers ça c'est ça que je veux, parce que ça me permet de vivre autre chose. Mais par la suite, pour que ça puisse avoir lieu, il faut apprendre à être des bons leaders pour les gens qui prennent la place de gestionnaire. Non, non, tout à fait. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit, tu ne peux pas déléguer quelque chose que tu ne connais pas, puis que tu ne sais pas, non, que tu n'as pas fait pour toi-même. Fait qu'il faut passer par là pour tellement. être capable de déléguer, parce que tu sais qu'est-ce que tu as besoin de déléguer après et comment tu le veux, puis comment le demander. Tu sais, si je te demande, si je demande à un adjoint, écris-moi une lettre. Oui, écris-moi une lettre. Tu veux une en-tête, pas en-tête, une signature officielle, pas officielle. Je veux dire, tu sais, ça prend plus que ça. Bon, c'est juste une lettre que je veux. Mais non, mais je veux dire, il faut que tu l'aies fait pour savoir que, OK, bien, donne-moi une lettre avec en tête, avec c'est officiel, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Donc, plus tu vas être capable pour déléguer, plus toi, tu vas avoir été structuré et plus ça va être facile de déléguer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu arrives à ce constat-là. Mais comme je te disais, les entrepreneurs ne savaient pas comment. Puis moi, c'est ça que je fais. Je les accompagne pour leur apprendre à faire ça. Fait que c'est tellement le fun parce que, tu sais, le final, c'est ce que tu vis aujourd'hui. C'est d'avoir un entrepreneur qui dit, écoute, finalement, là, je n'ai pas besoin de travailler fort, puis j'ai pas besoin, tu sais, on n'a pas besoin de vivre pour un petit pain. Je peux très bien vivre, puis travailler beaucoup moins, puis être dans ma zone de génie, de créativité et c'est ça qui est plus payant. Parce qu'à chaque fois que tu crées quelque chose, en tout cas, dans ton cas, c'est le maquillage, il faut que tu crées quelque chose dans le maquillage, ben voilà, tu vas avoir le résultat qu'il va avoir avec, puis finalement, tu vas faire plus d'argent. Ben oui, définitivement, parce que c'est pas en payant des factures, c'est pas en classant des dossiers, c'est pas en étant toujours au téléphone pour gérer puis des situations puis éteindre des feux que la créativité vient, là. Hein? Non, absolument pas. Plus on se permet d'avoir du temps, mais comme tu dis, il y a des étapes qu'on ne peut pas passer. Puis, souvent, c'est ça qui va se passer. Tu sais, j'en vois d'autres amis entrepreneurs qui passent des étapes, mais tu peux passer des étapes.
mais tu peux pas ne pas les faire. Non, c'est ça. Donc, souvent, tu dois rebrousser chemin, puis ça fait encore Mmh. plus mal. Mmh. Puis, tu sais, de justement, tu sais, d'avoir à défricher le chemin pour ton équipe, oui. Tu sais, il y a quelques années, c'est moi qui et ma mère qui, en pleine nuit, on assemblait des palettes de maquillage, puis on faisait des colis, puis on l'a fait, ça. Tu sais, on l'a Mmh fait, je le sais mh. comment ça fonctionne maintenant. OK, oui, je suis prête à engager quelqu'un parce que ça mérite d'être un poste à temps plein. Voici comment moi je l'ai fait. Il y a place à amélioration, là. Mmh En mh. tout temps, dans n'importe quel poste, je veux dire, l'assemblage des palettes puis les colis, c'est plus ce que moi je faisais il y a quelques années. Par contre, j'ai Non, passé par là, puis je le sais c'est ça. comment ça se fait. C'est ça. Fait Tu es que capable de déléguer. Mmh. c'est ça, c'est ça. Puis c'est important pour l'équipe aussi de savoir que le leader a passé le chemin, puis Ouais. le leader de l'entreprise sait de quoi il parle, tu sais. Non, tout à fait. Écoute, on parlait de liberté tantôt, puis je trouve ça intéressant parce que souvent, quand j'accompagne les entrepreneurs, tu sais, je leur demande qu'est-ce que tu vas faire avec plus d'argent, plus de temps et plus de liberté. Puis quand on arrive au mot liberté, écoute, Marilyn, je ne sais pas combien de fois on me répond quelle liberté? Je ne sais même plus c'est quoi avoir Mhm. de la liberté. Tu sais, les gens, quand je te dis, se sont fait avaler par leur entreprise, puis ils ne savent plus comment s'en sortir. Écoute, c'est quelque chose, là. Ils ont Et moi, bâti leur propre cage. absolument, absolument. Ouais. Et cette cage-là, elle peut être défaite. Puis moi, ce que je dis tout le temps, ça prend 15 minutes par jour, fait que c'est super le fun. Ça prend pas plus que ça. 15 minutes par jour, puis au bout d'un an, tu vas être 365 fois plus loin que cette année. Mais Tellement. écoute, revenons. Écoute, Marilyn, un grand merci. Wow, vraiment intéressant. Ton parcours est intéressant. Fait que si mettons, si on avait un mot de la fin à dire, quel mot de la fin tu donnerais aux gens ou quelle stratégie, truc, astuce ou peu importe, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Ben, je dirais ce que j'ai dit à la petite fille il y a plusieurs années, c'est de se faire confiance, puis Oui. de profiter de ce qu'il y a là. Tu sais, je Mhm. veux dire, tu as fait 50 000 cette année, bravo. Tu as fait 1 million, bravo. Tu en as fait Mhm. 2, bravo aussi. Mais, tu sais, oui, d'avoir une vision, c'est une chose, mais de profiter de ce qu'il y a là, puis de faire, hey, c'est moi qui l'ai créé, c'est exceptionnel. Est-ce que tu aurais un jour pensé être capable d'en arriver là, puis être capable de créer ça? La majorité du temps, la réponse est non. Parce Mhm. que le cadeau est souvent après les embûches, les épreuves, bon, la persévérance, mais tu sais, apprécie ce qu'il y a là avant tout. Puis Tout à fait. demain va être fait de quelque chose d'encore plus exceptionnel, mais d'arrêter de passer à côté de ce qu'il y a là. On le fait beaucoup Ouais. trop souvent. Par peur Écoute, aussi, là, par peur, insécurité, mais finalement, est-ce que tu risques de mourir là, si tu fais ça? Non, bon, ben fais-les, puis profites-en. ouais, tout à fait. Tu sais, je disais à ma chum justement en fin de semaine, j'imagine demain, tu as plus d'expérience qu'aujourd'hui. Donc, demain, tu vas faire encore mieux qu'aujourd'hui. Ce n'est que ça, la vie. C'est Donc, ça, c'est ce wow, n'est tu sais? que ça. Mmh. Fait que, écoute, un grand merci. Merci d'avoir été avec nous Hey, aujourd'hui. merci Lucie de l'invitation. Merci aux auditeurs de me suivre à chaque semaine, d'écouter les entrevues qu'on vous partage. On essaye de vous donner justement, tu sais, le parcours d'un entrepreneur, c'est pas toujours facile, hein. Marilyn nous a raconté aujourd'hui que, hey, mettre des couleurs la nuit, là, ça y est arrivé. Donc, on a tous passé par des moments plus difficiles dans nos entreprises, mais que de beaux succès, parce qu'aujourd'hui, Marilyn, c'est un beau succès. Donc, bravo, bravo de ce Merci. beau succès. Puis, ben, écoute, plein de bonheur avec le nouveau bébé qui s'en vient, Oui, puis ton entreprise qui va être beaucoup mieux structurée pour t'empêcher de retourner dedans, mais de travailler dessus. exact. Merci Lucie. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bye. Bye.